Bonjour, bienvenue dans ce second module d'une série de 4 consacrés au processus de conception de ressources pédagogiques numérisées. Dans le premier module, nous avons vu l'ensemble des différentes étapes qui constituent ce processus, qui sont au nombre de 3. Nous vous conseillons vivement de le revoir si vous ne l'avez pas encore fait. Mais pour aujourd'hui, dans ce module numéro 2, nous allons nous intéresser principalement à l'étape 1, c'est-à-dire celle qui concerne le découpage des contenus par objectifs pédagogiques et leur granularisation. Qu'allons-nous faire dans cette séquence? Nous allons d'abord identifier les activités clés de cette étape. Nous allons apprendre à structurer un arbre d'objectifs pédagogiques de façon hiérarchique. Nous allons revoir les différents niveaux d'objectifs de la taxonomie de Bloom et voir comment ceci s'applique à la création de nos objectifs pédagogiques. Nous allons faire un recensement des contenus pédagogiques mobilisables et surtout voir dans quelles conditions satisfaire les droits légaux de leur utilisation. Nous allons enfin disposer de critères pour le découpage des contenus en grains d'apprentissage. Vous le voyez juste sur le schéma, cette étape 1 de découpage par objectif et identification des différentes ressources passe par 3 activités principales. Une première de structuration des objectifs, une seconde de recueil des contenus et une troisième de granularisation. Existe-t-il un ordre hiérarchique entre ces 3 activités? Je dirais oui en ce qui concerne la troisième. La troisième ne peut exister qu'à partir du moment où les 2 premières ont été faites. Par contre, entre la première et la deuxième, structurer les objectifs et recueil des contenus, les avis sont partagés. Pas mal de formateurs ont l'habitude de commencer d'abord en partant de leur contenu, qu'ils hiérarchisent, qu'ils organisent en chapitre sous chapitre, et voilà, ils sont en train de monter leur module de formation. Mais en ce qui concerne l'IPM, l'ingénierie pédagogique multimédia, nous conseillons vivement de commencer non pas par cette étape, mais par la première étape qui est notée ici, à savoir la structuration des objectifs et la création d'une arborescence pédagogique. Comment structurer l'arborescence pédagogique de notre module de formation? Vous voyez ici 3 différents niveaux. Le premier niveau est un niveau d'objectif général. Dans l'objectif général, nous écrivons le thème général du module. Par exemple, apprendre à faire les formules de calcul sur Excel, ou apprendre à décliner un référentiel de compétences, ou encore apprendre à faire un audit financier. C'est le thème général du module, c'est quelque chose de très global, quelque chose de très vaste, et bien sûr, ça n'est pas suffisamment opérationnel pour, à ce niveau-là, pouvoir faire une formation. Pour le rendre plus opérationnel, on va commencer à entrer dans les activités qui constituent cette activité générale et cet objectif général. C'est ce que l'on appelle les objectifs secondaires. Vous trouverez aussi des mots comme objectif spécifique, objectif opérationnel. Et là, on est à un niveau de découpage déjà plus fin, mais encore un petit peu trop volumineux. Qu'allons-nous faire? Nous allons ici identifier les différentes catégories de compétences, de savoir-faire à atteindre. Tous ces objectifs, bien sûr, sont toujours déclinés avec des verbes d'action et ils sont déclinés selon un principe qualité que l'on appelle SMART. Les critères qualité d'une rédaction d'un bon objectif de formation, c'est quoi? C'est d'abord que cet objectif soit spécifique, c'est-à-dire qu'il soit vraiment écrit de façon très précise, avec un sens qui est univoque. Deuxième, il doit être mesurable. En même temps qu'on écrit l'objectif, on doit avoir en tête la façon dont on peut évaluer cet objectif et le mesurer. À travers quel type d'activité est-ce que je vais mesurer l'atteinte ou pas de cet objectif? Il doit être acceptable pour vos publics, il doit faire sens pour eux, il doit être motivant. Il doit être réaliste, ni trop peu. Si c'est trop, cela peut être inatteignable et donc démotivant, et si c'est trop peu, de même, ça va être aussi démotivant, quoique trop vite atteignable. Et enfin, dernier critère qualité pour la rédaction d'un objectif, c'est un objectif qui est T, qui s'organise et qui peut être atteint dans un temps défini et délimité. Voilà un exemple de cette déclinaison. Vous voyez ici l'objectif général de cette formation
est d'apprendre à des formateurs à décliner un programme de formation à partir d'un référentiel de compétences. Donc, l'objectif général est ici, décliner les compétences professionnelles en modules de formation. Mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup trop vaste et flou pour être directement applicable en termes de formation. Donc, cet objectif général a été décliné en objectifs spécifiques, secondaires, et il a été décliné en 4 objectifs secondaires différents. Par exemple, le premier, expliquer la méthode de déclinaison des compétences professionnelles en modules de formation. Il s'agit là d'une vue générale. Le deuxième, situer les différentes cartes modulaires. Il s'agit de prendre connaissance de tous les référentiels, de la façon dont ils sont constitués, dont ils sont composés, de les décliner. L'objectif 3, réaliser une carte formation, et ainsi de suite. Bien, nous avons fait l'objectif général, l'objectif secondaire, mais nous ne sommes pas encore assez fins dans le découpage par objectif. Nous devons aller une étape un petit peu plus loin, qui va concerner cette fois-ci les objectifs pédagogiques de votre formation. Pour décliner les objectifs pédagogiques de votre formation, vous allez utiliser la taxonomie de Bloom. C'est une taxonomie bien connue, mais très pratique, connue de tous les enseignants, formateurs. Cette taxonomie a 6 niveaux. Elle va toujours du plus simple au plus complexe, du plus concret au plus abstrait. Et vous allez trouver sur Internet des quantités de tableaux qui vont vous permettre de décliner cette taxonomie de Bloom en prenant des verbes d'action associés à chacun de ces différents niveaux. Premier niveau, connaître, il s'agit de transmettre, de savoir transmis. Le deuxième niveau, comprendre. Il s'agit ici de pouvoir expliciter, se réexpliquer les différents concepts et se les approprier. Appliquer, c'est savoir utiliser ces différents concepts nouveaux appris dans quelque chose de nouveau que l'on peut faire. Analyser, je vais comparer ce que je viens d'apprendre avec ce que je sais déjà pour recomposer une nouvelle connaissance. Synthétiser, je vais résumer, je vais réexpliquer et évaluer. Je vais avoir un regard critique sur tout ce que j'ai appris. Donc, grâce à ce processus, vous allez pouvoir attribuer plusieurs objectifs pédagogiques à chaque objectif spécifique de votre arborescence. Et bien sûr, chacun de ces objectifs pédagogiques devra être SMART, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer à chacun des objectifs un critère, un niveau pour pouvoir l'évaluer. Alors, si nous continuons avec le même exemple, vous voyez que cette fois-ci, les objectifs opérationnels ont été déclinés en objectifs pédagogiques. Le premier objectif, par exemple, qui était d'expliquer la méthode d'ensemble, a été décliné en 3 objectifs pédagogiques. L'objectif opérationnel numéro 2 a été décliné en un seul objectif pédagogique. Par contre, si l'on regarde les autres, l'objectif 3 a été décliné en 3 objectifs pédagogiques et l'objectif secondaire 4 a été décliné en 4 objectifs pédagogiques. Chacun de ces objectifs, vous le voyez, pédagogiques, après, va être associé avec tout un tas d'autres activités pédagogiques, mais nous y reviendrons un petit peu plus loin. Donc, ça n'est pas la fin de l'arborescence, mais en tout cas, c'est son début, et c'est un début essentiel pour la suite de votre conception pédagogique multimédia. Une fois ce travail effectué, vous allez pouvoir vous consacrer à la deuxième activité. Généralement, vous faites les deux un petit peu en même temps de façon itérative, mais quand même. Donc, la deuxième grande activité, c'est le recueil des contenus bruts. Il est important, bien sûr, de savoir ce que vous allez pouvoir utiliser comme matière première, comme connaissance générale, pour pouvoir créer vos ressources pédagogiques. Et à l'intérieur de ces contenus bruts, eh bien, nous avons identifié 3 différents types d'activités. Premièrement, l'identification des contenus. Et là, la question qui se pose, c'est de quoi disposez-vous déjà? Qu'est-ce qui est mobilisable? Dans quelles conditions ces choses sont mobilisables? Sous quel format sont ces différents contenus? Et vous allez commencer à créer des répertoires avec des contenus écrits, des répertoires avec des contenus sonores, des contenus multimédia, des contenus graphiques, des contenus iconographiques. Toutes ces dimensions sont très importantes, surtout si l'on veut faire de l'ingénierie pédagogique multimédia avec de la vidéo, des images, des icônes, des fichiers son. Mais ça n'est pas la fin,
parce que chacun de ces contenus, vous devrez savoir s'ils sont crédibles, fiables, et deuxièmement, quelles sont les conditions de leur utilisation. Donc, pour chaque contenu que vous avez identifié, contenu écrit, contenu sonore, vidéo, multimédia, graphique, iconographique, vous allez repérer les références. La référence ISBN, s'il s'agit d'une publication, son titre, son auteur, sa date de publication, le lien internet, la date de consultation, tout ce qui vous permet donc d'identifier et de nommer les auteurs de cette ressource. Même s'il s'agit de contenus qui sont disponibles à l'intérieur de votre propre institution, les droits patrimoniaux, les droits d'auteur restent toujours affiliés au créateur de la ressource, donc vous devez pouvoir aussi proposer ces différentes sources des différents contenus pour pouvoir vous en servir. Et au-delà, selon le critère dans lequel vous vous trouvez et la situation dans laquelle vous vous trouvez pour la création de votre ressource pédagogique, vous devez pouvoir connaître les droits d'utilisation de cette ressource si cette ressource ne vous appartient pas en droit propre. Et même si elle vous appartient en droit propre, est-ce que vous acceptez que cette ressource soit publiée pour un public restreint, publiée pour un public large? Est-ce qu'elle pourra être réutilisée? Est-ce qu'elle pourra être réutilisée dans d'autres types de contenus? Est-ce qu'elle pourra être dupliquée, etc. Donc, chaque fois, vous devrez vous poser des questions de droit d'utilisation et de réutilisation de cette ressource. Et par exemple, chacune des ressources qui sont sur le web sont généralement affiliées de droits d'auteur qui sont connus sous le nom de Creative Commons. Et ces Creative Commons ont 6 niveaux différents qui vont de l'utilisation libre sans droit, tout juste un droit de citation, jusqu'à une non-utilisation ou quelque chose d'extrêmement restreint avec des redevances. Donc vous devez chaque fois savoir quelles sont les conditions d'utilisation de cette ressource, s'il s'agit d'une vidéo, d'une image, d'un fichier son, pour pouvoir vérifier si, dans votre contexte, vous avez le droit ou non de l'utiliser. S'il y a des demandes d'autorisation ou de redevance, eh bien sûr, vous devrez vous en acquitter. Et éventuellement, si ces droits deviennent trop compliqués à gérer ou trop chers, eh bien peut-être vous arriverez à la conclusion que cette ressource, il vaut mieux soit vous en passer, soit la recréer complètement in extenso avec vos propres moyens. Donc, quand on a fini ici, l'ensemble de ce répertoire des contenus disponibles ou des contenus dont on a besoin pour faire notre formation, eh bien nous allons pouvoir passer à l'étape 3, qui est l'étape très intéressante qui va vous permettre cette fois-ci de granulariser contenu. Donc, si on résume les deux précédentes, vous avez dans un premier niveau structuré l'ensemble de votre formation par objectifs, dans un arbre d'objectifs qui vont des objectifs les plus généraux aux objectifs pédagogiques. Dans un deuxième cadre, vous avez identifié toutes les ressources mobilisables ou à mobiliser et les conditions avec lesquelles vous pourriez vous en servir. Il est important d'avoir des ressources qui soient soit des images, du vidéo, du son, si vous voulez faire une ressource pédagogique un tout petit peu évoluée. Bien, maintenant ici, que faites-vous? Eh bien, c'est très simple, vous allez à l'intérieur de votre arbre d'objectifs introduire tous les contenus qui doivent y être mis. Donc, sous chaque objectif, vous allez faire référence à différents types de ressources qui vont pouvoir être mises en vis-à-vis. Et là, vous allez vous rendre compte que peut-être votre arbre d'objectifs n'est pas suffisamment performant. Par exemple, vous allez avoir dans un objectif pédagogique énormément de ressources et dans un autre, presque rien. Alors, les questions qui se posent à ce niveau-là, c'est manque-t-il des ressources dans cet objectif pédagogique où il n'y a presque rien? Donc, vous devez revenir à l'itération de chercher des ressources. Ou la question est, est-ce que cet objectif est bien écrit? Est-il signifiant finalement? Ne peut-il pas être combiné avec un autre objectif assez proche qui lui aussi est très peu fourni en termes de contenu et donc pourrait être reformulé d'une façon un petit peu différente? Idem, si vous êtes sur un objectif pédagogique dans lequel il y a beaucoup de contenu, là aussi, les questions se posent. Est-ce que vous avez suffisamment bien découpé votre objectif pédagogique? Est-ce qu'il n'est pas trop vaste?
Est-ce qu'il est vraiment mesurable, smart, atteignable, comme on l'a vu précédemment? Ou donc dans ce cas, si ce n'est pas le cas, vous allez redécouper cet objectif qui est trop volumineux en 2 ou 3 autres objectifs dans lesquels vous pourrez ranger vos contenus de façon différente. Ou alors, si vous restez convaincu que l'objectif tel que vous l'avez écrit est bien l'objectif, qu'il est mesurable, qu'il est smart, qu'il est exactement ce que vous voulez qu'il soit, alors vous devrez vous poser la question, parmi tous les contenus que vous y avez mis, lesquels sont les plus pertinents, et organiser une hiérarchie parmi vos contenus pour identifier parmi toute cette masse de contenus que vous avez à disposition, lesquels sont prioritaires et lesquels peuvent être mis à un niveau d'approfondissement, voire complètement ignorés. Donc tout ce travail-là d'adjonction de contenu pertinent aux différents objectifs et la restructuration des objectifs en fonction du volume de contenu qui sont associés est une étape absolument capitale pour la granularisation. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc un objectif pédagogique auquel va être associé un certain nombre de contenus. Dans chacun des objectifs pédagogiques, vous avez une quantité de contenu à peu près de volume équivalent en termes de masse cognitive, pas forcément en termes d'assets. Si par exemple vous aviez beaucoup d'images, il y aurait beaucoup d'images dans un contenu, mais en termes de temps, de durée. Et donc vous allez comme ça maintenant pouvoir commencer à voir apparaître vos grains de formation. La notion de grain de formation, qui sera quelque part vos ressources pédagogiques à la fin, est une notion très très importante parce que derrière il y a une notion à la fois pédagogique mais aussi économique. Pédagogique parce qu'il faut que les grains soient cohérents, qu'ils fassent sens en eux-mêmes, mais aussi économique parce que l'objectif est de vraiment pouvoir réutiliser ces grains dans des parcours différents. Donc à la fin, quand vous avez bien fait tout ce travail de mise en relation des contenus dans les objectifs, vous allez pouvoir bien redimensionner vos grains et vous allez le faire avec 3 critères. Un premier critère qui est un critère de sens. Le grain fait sens en lui-même. C'est comme une pièce de Lego, il fait sens en lui-même. Il peut être recomposé dans toutes sortes de constructions et le grain va pouvoir être recomposé dans toutes sortes de parcours pédagogiques. Il peut être déplacé dans le parcours. L'apprenant doit pouvoir le faire à différents moments de son parcours. Et il concerne généralement un objectif pédagogique, maximum 2 si les objectifs en question sont courts. Le deuxième critère de choix pour la constitution de ces grains pédagogiques est un critère de taille. Nous l'avons vu, l'objectif est d'équilibrer la quantité de matériel cognitif, de contenu de formation à mettre entre les différents grains et si besoin de hiérarchiser leur niveau d'importance pour ne pas être trop disproportionné en taille entre l'un et l'autre. Et le dernier, c'est un critère de durée. Alors, quelle est la bonne durée pour un grain? Là, il n'y a absolument pas de réponse unique à cette question. Tout dépend du contexte d'utilisation. Si vous êtes par exemple dans du micro-learning, c'est-à-dire dans des petits modules de formation qui sont sur juste une fonctionnalité de logiciel par exemple, ou que vous savez que vos étudiants, vos apprenants vont consulter dans les transports en commun, dans un tout petit moment, vous allez faire un module de 2 à 5 minutes maximum. Par contre, si vous êtes sur une notion beaucoup plus importante, beaucoup plus théorique fondamentale, ou alors si vous êtes sur, par exemple, un quiz d'évaluation sommative qui intervient à la fin d'une formation, eh bien, à ce moment-là, vos apprenants vont être prêts à faire quelque chose de beaucoup plus conséquent et à ouvrir une séquence de formation d'une durée plus longue. Donc, et bien sûr aussi, le type de média utilisé va jouer un rôle. Si vous lisez un document, si vous regardez une vidéo, si vous écoutez un podcast, il est évident que la durée que vous pouvez supporter sera plus ou moins longue en fonction du média utilisé. Donc, il n'y a pas de règles péremptoires à ce sujet, ce sont des règles de bon sens qu'il faut mettre en œuvre, mais qui sont quand même là où se passe tout le doigté et tout le savoir-faire d'un bon formateur. Alors ici, je vous donne un autre exemple de découpage, cette fois-ci, et de la mise en grains de contenu pédagogique. Ici, la formation, c'est une autre formation, c'est celle qui concerne une banque et l'objectif est d'apprendre à faire du contrôle interne. Donc,
sur cet premier écran, on voit l'objectif général, permettre aux auto-évaluateurs et valideurs de contrôle interne de comprendre les enjeux de leur rôle dans le cadre du dispositif de maîtrise des risques et d'assurer correctement leur mission d'auto-évaluation du périmètre qui leur a été confié. Durée totale 3 heures. Donc c'est clair, on n'est pas au niveau du grain, on est bien au niveau de l'objectif général, 3 heures, et d'un objectif qui est quand même massif et difficile à comprendre. Donc, cet objectif général a été découpé en 5 différents objectifs secondaires, dont ici, je vous donne juste le premier. Connaître les enjeux et l'importance du rôle des acteurs dans le dispositif de contrôle interne au cœur de la maîtrise. L'objectif secondaire, lui, a été découpé maintenant en plein d'objectifs pédagogiques. Regardez. L'objectif secondaire est ici, connaître les fondements de la maîtrise des risques et l'importance du contrôle. Et cet objectif secondaire a été décliné en 1, 2, 3, 4, 5 différents objectifs pédagogiques. Chacun de ces objectifs est décrit d'une façon SMART, comme vous le voyez. Chacun de ces objectifs va donner lieu après à un titre qui pourra très bien être plus tard le titre du module. Dans chacun de ces objectifs, il y a une intention pédagogique qui est importante. Ici, par exemple, c'est se motiver. Un peu plus loin, c'est s'informer. Plus tard, ça sera s'auto-évaluer. Et vous voyez, la personne qui a construit cet arbre d'objectifs a associé à chacun des objectifs les contenus qui pouvaient y être associés, en notant chaque fois ce qui pouvait être repris et utilisé comme matière première pour la création du module. Par exemple, sur l'objectif numéro 2, parcourir l'historique des évolutions réglementaires depuis la loi sécurité financière, elle a associé juste une seule slide d'un parcours existant. Ici, sur le 4, elle a associé 3 slides à reprendre du parcours existant. Mais par contre, sur le contenu de l'objectif pédagogique 1, il n'y a pas de contenu existant. Il va falloir trouver par d'autres moyens les contenus existants. Donc, vous voyez le travail qui a été ainsi fait par cette personne qui a granularisé ces différents contenus. Voilà à peu près l'état d'avancement de votre conception pédagogique auquel vous devez être arrivé à la fin de cette première étape. À tout à l'heure pour la suite de se dérouler.